Cécile Négrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de France 3 Cinéma. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cela consiste ? Alors, je vais peut-être resituer un peu dans le contexte de ce que c'est que la coproduction financière dans le système de financement français du cinéma. En fait, depuis les années 80, les télévisions ont l'obligation d'investir un certain pourcentage du chiffre d'affaires dans la création cinématographique pour soutenir l'industrie. Parce que dans les années 70, en fait, les chaînes de télévision diffusaient et achetaient des films de cinéma qui avaient déjà eu leur exploitation connue, des succès en salle, et les achetaient, les diffusaient sur les antennes de télévision, et ça faisait des cartons. Donc au bout d'un moment, il a fallu repenser le système et se dire, mais puisque les télévisions bénéficient du succès, mais a posteriori, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen un petit peu plus malin de les impliquer en amont et leur demander de financer les succès à venir dont ils profiteront ensuite en diffusion. Donc début des années 80, la législation change et toutes les chaînes de télévision, privées et publiques, ont l'obligation d'investir un certain pourcentage du chiffre d'affaires dans la création cinématographique. Donc aujourd'hui, ce système perdure et donc France Télévisions, comme TF1, M6, Arte, ont l'obligation d'investir 3,5% du chiffre d'affaires dans la création cinématographique. Et à cet effet, on crée des filiales. Donc il existe chez France Télévisions 2 filiales de coproduction cinéma, France 2 Cinéma et France 3 Cinéma, dont je m'occupe. Et donc mon job au quotidien, c'est de recevoir des projets avec un scénario, un casting, un réalisateur et un distributeur déjà attaché au projet. D'accord, vous arrivez assez tard. Ouais, on arrive assez tard et au moment où le producteur, lui, est en recherche de financement sur ce qu'on appelle le segment de la Free TV, c'est-à-dire la télévision gratuite, et nous dit, est-ce que ce projet t'intéresse pour une diffusion future sur les antennes de France Télévisions, et est-ce que du coup tu voudrais investir de l'argent sur mon projet ? On reçoit à peu près 350 projets par an et on en prend un peu moins de 30. Donc on a quand même une sélection aux alentours de 10%. Sur ces 27 à 30 projets qu'on fait chaque année, la majorité ce sont des films live en fiction, et il y a aussi une part qu'on réserve au cinéma d'animation. Cinéma d'animation à destination des enfants ou aussi des jeunes adultes. Maintenant, on s'ouvre de plus en plus aux jeunes adultes sur cette cible qui est très intéressante à travailler. Donc voilà, le job de France 3 Cinéma, comme de France 2 Cinéma, comme des autres entités de filiales de coproduction adossées à des groupes de télé, c'est de faire de la coproduction financière. Est-ce que vous suivez une ligne éditoriale spéciale dans vos choix ? Alors tout à fait, on essaye d'être déjà... dans une partie des films sur lesquels on va s'engager, ça soit des films qui correspondent à l'antenne de télé qui nous suit derrière en diffusion. Donc en l'occurrence France 3, mais ça peut être aussi France 2, ça peut être aussi France 4. On a plein de chaînes chez France Télévisions, comme un multiplex avec plein de salles de cinéma qui s'adressent à différents publics. Donc oui, il faut que ça soit des films qu'on puisse ensuite exposer auprès du public de nos antennes. Ce qui signifie, pour les cases de prime time, donc diffusion à 21h, de trouver des objets de cinéma qui soient lisibles pour le téléspectateur futur, avec un casting identifié, avec une dramaturgie aussi simple, claire, une proposition très lisible. Ça, on va dire que ça correspond à la catégorie des films qui servent à alimenter une antenne en prime time. Mais c'est du box-office ou c'est du cinéma indépendant ou... Alors, ça peut tout. Enfin, c'est plutôt des films du milieu, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous citer comme exemple de films qui ont bien marché à l'antenne récemment ? Par exemple, La Bonne Épouse de Martin Provost, avec un casting très identifié, Juliette Binoche, Noémie Lovski, sur une proposition assez féministe et rigolote sur un ton de comédie. Ça a été un gros succès sur nos antennes. Le film d'Éric Bénard, par exemple, Délicieux, avec Grégory Gadebois et Isabelle Carré, qui racontait en fait la genèse, le premier restaurant français au moment de la Révolution française. Voilà, cette typologie de films qui sont dans des formes assez classiques,
Ce qui ne nous empêche pas de faire par ailleurs, pardon, je te laisse la parole après, de faire des films pour soutenir aussi des nouveaux auteurs qui arrivent avec des nouvelles propositions sur le fond et sur la forme, mais qui auront vocation, pour le coup, pas forcément à être diffusés sur des cases de prime time, parce qu'on n'a pas envie de les exposer face à la concurrence de façon trop violente. On a envie de les protéger, ces premières œuvres. Et ça, ce sont des films dont on espère qu'ils seront sélectionnés dans les grands festivals de classe A et qu'on diffusera ensuite plutôt, par exemple, sur notre chaîne Culture Box, en prime time. Je pense par exemple au dernier film de Céline Sciamma qui s'appelait Petite Maman, un très beau film qui bénéficiait pas d'un casting identifié du grand public, dans une forme assez radicale et qui a été diffusé au moment du Festival de Cannes, parce que Céline est née aussi à Cannes, dans le cadre de la programmation spéciale Cannes de France Télévisions. Vous avez des quotas, par exemple, de diversité, de jeunes talents dans cette ligne éditoriale ? On n'a pas de quotas, parce qu'on fait ça de façon très naturelle. On porte une grande attention au premier et au second film, justement parce qu'on a à cœur de pouvoir renouveler les talents et de donner leur chance aux nouveaux entrants. Par exemple, l'année dernière, sur les 27 films que France 3 Cinéma a engagés, je crois qu'il y en avait 17 premiers et deuxième films, donc c'est une grande proportion. Et puis c'est aussi un grand bonheur d'accompagner les premiers, parce qu'on voit éclore des talents, des sensibilités, des déterminations absolument surprenantes qu'on a très envie d'encourager. On s'attache aussi à toujours pas dans l'esprit de quota, mais en essayant de représenter la diversité de notre société, toutes les thématiques possibles, que ce soit du drama, de la comédie sociale, on fait beaucoup de comédie sociale, des films sociétaux, le thriller aussi est un genre qui marche très bien, la tragédie aussi, ça peut fonctionner très bien. Donc on est vraiment dans une palette de registres et de genres la plus éclectique et la plus ouverte possible pour représenter aussi la société d'aujourd'hui et pour que les spectateurs et futurs téléspectateurs puissent s'y retrouver. Est-ce que certaines années, vous avez des envies que vous indiquez comme plus de comédie cette année ou de drame, où vous laissez venir les projets Alors, ça fait longtemps. Je sais que les plateformes font ça beaucoup. Oui, alors nous, on n'a pas de cahier de commande. Et effectivement, on réagit à des propositions qui nous sont soumises. En revanche, ça fait plusieurs années qu'on appelle à recevoir des projets qui soient portés par des regards féminins, donc par des réalisatrices scénaristes. On reçoit beaucoup de projets de femmes, mais qui sont majoritairement dans une catégorie, on va dire, de films assez intimistes, assez modestes, et qui n'ont pas forcément le potentiel d'aller toucher un très large public. Or, on aimerait aussi que les femmes rentrent dans la catégorie des projets porteurs, des projets de marché, des projets qui cartonnent, des projets qui s'adressent à tout le monde, des projets de comédie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rare aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une forme d'autocensure, mais ça fait déjà au moins 3-4 ans qu'on répète à l'envi qu'on est demandeur de cette typologie de projet, un peu comme ce qui nous avait très réussi à l'époque, le film de Caroline Vignal, Antoinette dans les Cévennes, porté par Laure Calamy, qui était un projet somme toute assez modeste dans son économie, mais avec une grande modernité d'écriture, un film profondément féministe sans être militant, et qui avait cette faculté de s'adresser à un public très large, urbain ou non urbain, toutes catégories sociales confondues, et pas que aux femmes, parce que porté par une tonalité de comédie, une actrice évidemment exceptionnelle, sortie en salle certainement à un moment opportun, puisqu'on était
post-confinement, et donc tout le monde avait envie d'aller prendre l'air dans les Cévennes avec Antoinette. Mais c'est vrai que cette typologie de film est un espèce d'étendard qu'on brandit souvent parce que on reçoit très peu d'écriture aussi fine, aussi exigeante et qui soit en même temps capable de s'adresser à tout le monde. Et ça, c'est rare. Voilà, c'est très rare. Alors, vous parlez de s'adresser à tout le monde. Il y a de moins en moins de gens qui vont au cinéma. Est-ce que votre ligne éditoriale a été bousculée par ça? Comment est-ce que vous faites face au streaming? Voilà. Est-ce que vous avez changé de façon Alors, de effectivement, les usages ont beaucoup changé et l'accélération des usages a été profondément bouleversée avec les confinements qu'on a vécu, qui a donné des habitudes de consommation plateforme. L'objet cinéma était devenu quelque chose qu'on regarde depuis son canapé. Donc effectivement, toute la profession a cogité autour de ces problématiques en se disant qu'il fallait que... on ne connaît jamais le résultat d'un film en salle, c'est très compliqué à prévoir, on se plante souvent. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il faut qu'on arrive avec des propositions qui soient fortes et qui soient singulières. Voilà, une singularité qui peut être dans la forme, qui peut être dans le sujet, qui peut être dans le traitement, qui peut être dans l'incarnation. En tout cas, une proposition d'une forme d'évasion, divertissement, enfin, un objet d'une singularité ou un objet à impact qu'on ne retrouve pas forcément dans ce que proposent les plateformes qui ont un cahier des charges dicté par les Américains, qui a eu d'ailleurs des effets très positifs en ce qui concerne la représentativité de la diversité, dont on s'est inspiré peut-être un peu trop tardivement, mais qui maintenant est rentré effectivement dans la façon dont on sélectionne les projets. Mais en tout cas, de se dire toujours, bon, on ne sait pas si ça va marcher en salle, mais il y aura eu l'éclosion d'un auteur, d'une autrice, d'un regard, d'une singularité où voilà, on sera fier du résultat, quoi qu'il arrive, en termes d'objectifs d'entrée salle. Vous parlez souvent de territoire, enfin, en tout cas d'avoir une attention particulière aux films qui se situent dans les territoires. Et on constate un essor du cinéma corse en ce moment. Comment est-ce que ça se situe dans vos sélections de films? Alors effectivement, le territoire, c'est quelque chose qui est très présent dans nos critères de sélection parce que c'est l'ADN de France 3. France 3 Cinéma est adossé à la chaîne France 3, qui est une chaîne d'abord régionale, même tout en étant nationale sur ses programmes du soir. Donc ça, c'est un élément qui est super important parce que, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'adresse qu'aux urbains, qu'aux Parisiens. Il ne faut pas parler d'en haut. Il faut savoir apporter aux spectateurs et aux téléspectateurs aussi un effet miroir et qui se sentent représentés. Donc il faut essayer de travailler le plus grand maillage territorial possible. Donc on porte une attention particulière à tous les territoires, quels qu'ils soient, dont évidemment la Corse, parce qu'il faut savoir aussi écouter la sincérité locale. Et d'ailleurs, ça a payé, puisqu'on avait coproduit le premier film d'Éric Fraticelli, Permis de construire, qui avait été un carton monumental ici en Corse, mais pas que en Corse, puisque ça a été un film qui a atteint on a dépassé les 600 000 entrées. D'ailleurs, il y a un projet de suite, Permis de reconstruire. Donc oui, je pense que c'est important. Et pourquoi ce film a été un succès? C'est parce que ça parle d'une réalité dans laquelle les gens se reconnaissent. Donc c'est très important, cette notion de territoire. On y est très attaché, effectivement. Vous suivez les réalisateurs ou chaque projet est un nouveau projet? Alors évidemment qu'on adore l'idée de continuer un partenariat avec les réalisateurs avec qui on a connu des belles aventures. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on reste, et c'est notre obligation de service public d'avoir un regard profondément éthique, c'est qu'il faut qu'on puisse à un moment laisser la place aux nouveaux. Et si on continue à travailler toujours avec les mêmes, à un moment, on ne laisse pas rentrer les nouveaux. Donc il faut que chaque film soit regardé avec un maximum d'objectivité
Et chaque film étant un prototype, on se dit, bon, ça nous est arrivé de ne pas pouvoir accompagner des réalisateurs avec qui on avait fait quasiment tous les films. Alors c'est des crève-cœurs, on se retrouvera peut-être pour les prochains. Mais oui, on a une volonté, on a une politique de fidélité aux auteurs. Par exemple, Xavier Giannoli, dont on a coproduit magnifique Les Illusions perdues, et qui a un super beau projet aussi pour l'année prochaine. Évidemment qu'on les regarde avec les yeux du cœur, mais il n'y a pas de règle systématique. On pourrait pas. Ça serait pas juste pour les autres. Une dernière question, est-ce que quels sont les 3 films à venir dont vous êtes très excité de leur sortie, que vous avez... Alors évidemment, le film, qui est effectivement un film vraiment de territoire, qui raconte aussi notre histoire commune, qui est le film des frères Boukerma, leurs enfants après eux, qui avait été sélectionné à Venise cette année, qui va sortir cet automne, et qui est l'adaptation du Goncourt de Nicolas Mathieu. Donc, grande fresque de la fin des années 90 qui raconte quelque chose sur ce territoire et qui, je pense, va toucher au cœur du public. Donc, évidemment, on est très impatient de le faire découvrir. C'est super. Ça va être génial. Mais il y en a plein d'autres dont on est fiers. Le prochain, Rebecca Zlotowski, avec un casting... star qui commence le tournage là qui maintenant. commence le tournage la semaine prochaine avec un casting international magnifique. En l'occurrence, je le dis. Jodie Foster, non? Jodie Foster. Ah, je crois que c'est partout. C'est partout. On peut le dire. Voilà, il y a des projets super excitants. Il y a Alice Vinocourt qu'on suit aussi depuis ses débuts, une grande réalisatrice dont le dernier film en salle était Revoir Paris, sur les attentats du Bataclan avec Virginie Fira, qui revient avec une proposition aussi magnifique, avec aussi un casting international de renom. Ça, on ne sait pas. Alors, excusez-moi, ça me donne envie de vous poser une dernière question, une autre. Non, parce que vous parlez de tous ces grands films. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à Arte, Canal+, France 2, qui doit être aussi, j'imagine, un concurrent, ou je ne sais pas si on dit concurrent. C'est la même famille. Oui, mais comment est-ce qu'on se positionne? Est-ce que c'est des collaborations, des coprods ou... Alors, le producteur, quand il va chercher son financement, il va donc d'abord aller voir un distributeur. Ça va être Advitam, Le Pac, Diafana, UGC, Warner. Et ensuite, il va aller voir les chaînes de télé. Donc, il peut aller voir d'abord sur le segment de la Pay TV, il peut aller voir Canal+, ou Netflix, ou parfois Canal+, et Netflix. Et ensuite, sur le segment de la télévision gratuite, il peut aller voir effectivement ces différents interlocuteurs que sont TF1, France 2, France 3, Arte, M6. Et donc en fait, ça peut s'additionner. Alors c'est l'un sur la Free TV, ça va être l'un ou l'autre. Okay. Mais il se trouve qu'on a pu collaborer évidemment avec France 2. On a pu être à 2 diffuseurs sur un film avec une ampleur. Par exemple, je pense le dernier film de Maïwenn, Madame du Barry, avec Johnny Depp. Film à polémique, on était 2 diffuseurs dessus. On était, en l'occurrence, c'était Netflix qui a pris la PTV et il y avait France 2, puis France 3. Donc tout ça, ça peut s'additionner. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment le producteur vient voir Cécile plutôt que Olivier ou Valérie? Il se trouve que par exemple le film de Alice Vinocourt, c'est France 3 Cinéma qui a accompagné tout le travail d'Alice. Donc naturellement, le producteur va venir nous voir en premier. La même chose pour les films de Martin Provost, qu'on a accompagnés, les films de Robert Guédiguian, qu'on a accompagnés. Donc il y a une espèce de logique de fidélité artistique à un réalisateur. Et puis après, le producteur va se dire, telle typologie de film, je vais plutôt aller voir tel guichet parce que j'ai besoin d'énormément d'argent sur une comédie populaire très castée. Ils iront plutôt voir TF1, par exemple. Bon, ça ne nous empêche pas aussi de faire des comédies populaires. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche, en fait. Ça répond à ta question? Ça répond à ma question, j'en ai encore 1000 autres, mais j'arrête. Mais merci beaucoup, Cécile Négrier. Je t'en prie, avec plaisir.